Alors qu'une violente tempête de neige faisait rage le long de la Highway 70, la propriétaire d'un petit diner comptait en silence ses derniers 47 $. Il ne lui restait qu'une semaine avant de tout perdre. À son heure la plus sombre, 15 motards épuisés à l'allure rude, membres d'un groupe connu pour son passé criminel, frappèrent à sa porte, espérant trouver un abri. Sans hésiter, elle les laissa entrer et leur offrit le dernier repas qu'il lui restait. Le lendemain matin, le grondement profond de centaines de motos résonna à l'extérieur de son petit restaurant. Mais avant d'y venir, dites-moi dans les commentaires à quelle heure vous regardez ceci et d'où vous nous écoutez. À l'intérieur du Last Light Roadhouse, Grace Miller se tenait derrière le comptoir, fixant les billets froissés qu'elle tenait en main. Ils étaient usés et décolorés à force d'avoir trop circulé. 47 $. C'était tout ce qu'elle possédait. La seule chose entre elle et l'avis de saisie glissé sous la caisse, un document qui lui donnait exactement 7 jours avant que la banque ne reprenne le dîner, la maison et tout ce qui allait avec. Dehors, le vent hurlait, secouant les fenêtres du petit bâtiment niché dans les montagnes du Colorado. Une neige épaisse et lourde tombait du ciel, recouvrant le monde d'un tourbillon blanc. Grace avait 50 ans et elle avait déjà traversé bien des tempêtes, mais celle-ci lui semblait différente. Elle semblait définitive. Elle marchait lentement dans le dîner silencieux, ses pas résonnant sur le linoléum usé. Les banquettes rouges étaient vides, leur vinyle craquelé et terni par le temps. La machine à café crachotait doucement, à moitié remplie d'un café amer qui datait de midi. Il était presque 20 heures et elle n'avait pas vu un seul client depuis plus de 3 heures. Grace s'arrêta près de la table numéro 4, la préférée de James. Même si cela faisait 2 ans que le cancer l'avait emporté, elle pouvait encore l'imaginer assis là, son doux sourire illuminant la pièce mieux que n'importe quel radiateur. 15 ans plus tôt, ils avaient acheté cet endroit ensemble, avec un petit héritage de sa grand-mère et un grand rêve. « On trouvera une solution, chérie », disait toujours James. Ses yeux brillaient toujours d'espoir. Ce dîner sera un refuge pour ceux qui passent, une halte chaleureuse par une nuit glaciale. À présent, les lumières au-dessus d'elle clignotaient, prêtes à s'éteindre comme le reste de son monde. Le chauffage gémissait en tentant de repousser l'air glacial des montagnes. Grace resserra son gilet autour d'elle et retourna derrière le comptoir. Là, l'avis de saisie la fixait, officiel, froid et impossible à ignorer. Dans un coin, la radio CB du dîner grésillait faiblement. Son antenne était tordue, usée par les années et les intempéries. Autrefois, cette radio était leur lien avec les routiers, une ligne de vie remplie de mises à jour, d'alertes et de bavardages amicaux. Aujourd'hui, elle restait muette, un rappel de plus de tout ce qui avait changé. Grace ouvrit une nouvelle fois la caisse, espérant que l'argent s'était magiquement multiplié. Ce n'était pas le cas. Ce ne l'était jamais. 47 $ ne suffiraient même pas à payer la facture d'électricité, encore moins les milliers dus à la banque après 3 mois de retard. Elle avait déjà vendu son alliance, les outils de James et tous les objets de valeur amassés pendant leurs 23 ans de mariage. Le dîner était tout ce qui lui restait. Dehors, la tempête s'intensifiait, secouant violemment le bâtiment au point que l'enseigne néon au-dessus de la porte clignotait et bourdonnait. À travers la vitre, Grace regardait la neige s'accumuler contre les pompes à essence, les ensevelissant sous des congères qui ressemblaient étrangement à des pierres tombales. La Highway 70 avait disparu, engloutie par le blizzard. Elle leva les yeux vers l'horloge au-dessus de la machine à café. 20h15. Il était temps de fermer, de retourner le panneau et d'accepter l'inévitable. Demain, elle appellerait cet avocat et essaierait de négocier, même si, au fond, elle savait que tout était déjà perdu. La banque lui avait déjà accordé plus de temps que d'habitude. Juste au moment où sa main se dirigeait vers l'interrupteur, un grondement sourd perça les hurlements du vent dehors. D'abord, elle pensa qu'il s'agissait d'un chasse-neige, mais ce bruit était différent, plus grave, plus constant. C'était comme une pulsation métallique de machines en acier et en chrome.
Curieuse et inquiète, Grace se pencha à la fenêtre, collant son visage contre la vitre pour tenter de voir à travers la neige. Pendant un instant, elle ne vit que du blanc. Puis, lentement, des silhouettes se dessinèrent. Des phares, des dizaines. Et derrière eux, des motos. De grosses, probablement des Harley vu leur taille et leur forme. Le grondement s'intensifia à mesure qu'elles approchaient, leurs moteurs rugissant avec défi contre la tempête. Grace compta 15 motos, roulant en formation serrée malgré le danger. En entrant sur le parking, leurs phares traversèrent les vitres du dîner comme des faisceaux glacés, inondant l'intérieur d'une lumière blanche et froide. Grace recula instinctivement de la vitre, la poitrine serrée. Elle avait entendu des rumeurs sur les gangs de motards, vu leur image dans les films, dangereux, imprévisibles. Mais elle n'en avait jamais vu en vrai. C'étaient tous des hommes, cela ne faisait aucun doute, même emmitouflés dans leur tenue d'hiver. Ils portaient de lourdes vestes en cuir, de grandes bottes et des casques cachant leur visage. Leur allure respirait l'assurance de ceux qui n'ont plus peur de rien. Le chef descendit le premier de sa moto. Grand, large d'épaules, il ne dit rien, mais les autres suivaient clairement son autorité. Il regarda directement vers le dîner, et même à travers la vitre givrée, Grace sentit le poids de son regard. Il s'approcha de la porte à pas lents et mesurés. Sa main hésita près de l'interrupteur. Elle pouvait tout éteindre, verrouiller la porte, prétendre que le dîner était déjà fermé. Il n'en saurait rien. Il repartirait sûrement, se dit-elle. Il trouverait un autre abri pour attendre la fin de la tempête. Un autre endroit, quelque chose qui ne la concernait pas. Mais au moment où le grand homme atteignit la porte, quelque chose l'arrêta. Il boitait, pas de façon grave, mais juste assez pour que ce soit visible. Et derrière lui, plusieurs des autres motards descendaient à leur tour, visiblement épuisés. Ils avaient roulé dans cette tempête pendant des heures, peut-être toute la journée. Ils semblaient gelés, exténués, et avaient réellement besoin d'un abri. L'homme atteignit la porte et s'arrêta, sa main gantée flottant au-dessus de la poignée. À cette distance, à travers la vitre, Grace vit son visage clairement. Il était plus âgé qu'elle ne l'imaginait, peut-être 45 ans, avec des mèches grises dans une barbe sombre et épaisse. Ses yeux étaient lourds de fatigue et d'expérience, ce regard qu'ont ceux qui ont trop vu, trop vécu. Des yeux qui connaissaient la souffrance et savaient la reconnaître chez les autres. Il frappa 3 fois, pas fort ni menaçant, mais avec respect et une certaine urgence discrète. Grace regarda la petite pile de billets sur le comptoir, puis la vie de saisie, et enfin l'homme dehors dans la neige. Elle entendit à nouveau la voix de James dans sa mémoire. Une lumière pour les voyageurs, mon cœur. Un foyer, loin de chez soi. Sans réfléchir davantage, elle fit un pas et déverrouilla la porte. Dès qu'elle ouvrit, le vent glacé la frappa comme une vague. La neige s'engouffra dans le dîner, glaçant instantanément l'air à l'intérieur. L'homme sur le seuil était couvert de neige et de glace. Sa veste en cuir était rigide de froid, sa barbe blanche de givre. Mais il n'était pas seul. Derrière lui, d'autres hommes descendaient de leur moto, et Grace retint son souffle en regardant de plus près. Ce n'était pas un simple groupe de motards. Leurs vestes arboraient des symboles qu'elle n'avait vus qu'en passant. Des écussons d'un groupe respecté sur la route. Une comète d'acier traversant un cercle. Un sommet de montagne fendu par un éclair argenté. Ils étaient 15 en tout. De grands hommes aux bras puissants, au visage buriné, avec une présence qui poussait les gens à s'écarter naturellement. Le chef mesurait au moins 1,90 m, avec de longs cheveux poivre et sel attachés en queue de cheval et une barbe grise descendant jusqu'à sa poitrine. Ses bras étaient couverts de tatouages complexes, une œuvre d'art racontant des histoires qu'elle n'avait pas envie de connaître. Une longue cicatrice descendait le long de son visage, de la tempe à la mâchoire. Ses yeux étaient d'un bleu pâle, froid et intense, et portaient le poids d'un homme qui avait vu trop de choses et probablement fait des choix qu'il regrettait. Les autres ressemblaient à des personnages sortis tout droit d'un film de motard. L'un avait le crâne rasé, couvert de tatouages, dont une toile d'araignée dans le cou.
Un autre, probablement dans la cinquantaine, portait une crête iroquoise et avait des bras si massifs que sa veste semblait prête à craquer aux coutures. Le plus jeune ne devait pas avoir plus de 25 ans, mais il se tenait avec assurance, comme s'il voulait prouver qu'il méritait sa place parmi ce groupe redoutable. « Madame, dit l'homme grand, sa voix rauque, sans doute à cause du froid et d'une vie passée à fumer. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais nous roulons depuis 12 heures sans arrêt. La route est complètement bloquée à une quinzaine de kilomètres et on n'ira pas plus loin cette nuit. » Le cœur de Grace battait à tout rompre. Tout en elle lui disait de refermer la porte, de la verrouiller, voire même d'appeler la police. Ces hommes semblaient capables de démolir son dîner sans le moindre effort, et les écussons sur leur veste n'étaient pas là pour faire joli. C'étaient des avertissements, mais quelque chose la fit hésiter. Malgré leur carrure et leur apparence menaçante, ils restaient là, immobiles dans la neige, attendant calmement sa décision. Aucun ne s'avança. Personne ne tenta d'entrer de force. Le chef gardait ses mains bien visibles, son attitude calme, presque humble malgré sa stature imposante. Et dans ses yeux, sous la fatigue, elle vit quelque chose qui la surprit, une lueur fragile, vacillante, qu'elle connaissait trop bien. « Combien êtes-vous » demanda Grace, bien qu'elle connaissait déjà la réponse. « 15, répondit l'homme. « Je m'appelle Ethan Carter. On vient du chapitre de Thunder Ridge. On revient d'un service commémoratif à Denver. On a de quoi payer pour de la nourriture et du café. On n'est pas là pour chercher des problèmes. On a juste besoin d'un endroit chaud pour attendre la fin de la tempête. » Grace regarda au-delà d'Ethan, vers le reste du groupe qui retirait leurs casques un à un. Ils faisaient peur à voir. Tatouages, cicatrices, visages marqués par des années de vie dure. Des mains qui semblaient familières des bagarres, mais elle vit aussi autre chose, une fatigue bien plus profonde que la simple lassitude, celle qui vient quand on lutte contre les éléments depuis des heures, sans destination possible. Malgré leur dangerosité, ces hommes étaient au bout du rouleau. « Entrez !» dit-elle en s'écartant. « Tous !» Le soulagement se lut sur le visage d'Ethan dès qu'elle parla. Il acquiesça lentement, sa voix basse et sincère. « Merci. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça représente, » ajouta-t-il avec une gratitude palpable. Un à un, les motards entrèrent, frappant la neige de leurs bottes et secouant la glace de leurs vestes épaisses. C'étaient des hommes imposants, du genre habitués à faire leur place dans le monde, par réputation ou nécessité. Le cuir de leurs vestes craquait à chacun de leurs mouvements et leurs écussons et insignes brillaient sous l'éclairage dur du dîner. Chaque symbole avait une signification. Nom de chapitre, fonction, marque de loyauté et d'histoire d'un monde que Grace ne connaissait pas. Pourtant, malgré leur allure intimidante, ils traversèrent son petit dîner avec une attention surprenante. Ils semblaient conscients de l'espace qu'ils occupaient et faisaient attention à ne pas tout envahir. L'homme à la crête tint même la porte pour le plus jeune, et Grace remarqua que plusieurs prenaient le temps de bien essuyer leurs bottes avant de poser le pied à l'intérieur. Elle les compta à nouveau en les voyant entrer. 15, exactement comme Ethan l'avait dit. Le plus âgé semblait avoir dans les 60 ans et portait encore un ancien écusson brodé dans le dos, une montagne stylisée fendue d'un éclair, le symbole de son chapitre. Le plus jeune, celui qui avait retenu son attention plus tôt, avait encore l'air nerveux, ses mains tremblaient légèrement en retirant ses gants. Vu de près, il ressemblait plus à un étudiant qu'à un motard aguerri. « Prenez n'importe quelle place libre », leur dit Grace en se dirigeant vers le comptoir. « Je vais préparer une nouvelle cafetière. » Ils s'installèrent dans les banquettes et sur les tabourets avec un profond soulagement, leurs vêtements craquant encore sous l'effort. Maintenant que la tempête ne les cachait plus, Grace remarqua d'autres détails, les tatouages colorés sur leurs bras, la façon soignée dont leurs écussons étaient cousus et l'ordre discret dans leur disposition. Les plus anciens prenaient les sièges les plus confortables et les plus jeunes leur laissaient la place sans qu'on ait à le leur demander. Le plus jeune, elle entendit quelqu'un l'appeler Alex, s'assit près de la fenêtre, encore frigorifié, essayant de se réchauffer. Un homme plus âgé
tatoué et avec sergent d'armes, cousu sur sa veste, prit place près de Grace, lui adressant un léger signe de tête respectueux. « Je ne me souviens pas avoir vu une tempête pareille », dit Ethan en s'installant près de la caisse. Il avait maintenant ouvert sa veste et Grace remarqua plusieurs choses. L'écusson « Président » brodé sur sa poitrine, quelques rubans de service laissant penser à un passé militaire et un petit pins représentant le drapeau américain, étonnamment sincère, sur cet homme considéré comme un hors-la-loi. Grace commença à remplir les grosses tasses du dîner de café chaud, ce geste familier l'aidant à garder son calme. « La crème et le sucre sont sur le comptoir », dit-elle, pendant que les hommes réchauffaient leurs mains autour des tasses. En les regardant s'installer, Grace pensa à la réalité de la situation. 15 motards, un congélateur presque vide, et seulement 47 $ en poche. Ce n'étaient pas les clients qu'on voulait décevoir ou laisser repartir le ventre vide, mais en observant leur visage, elle ne vit aucune menace. Elle vit des hommes fatigués, reconnaissant d'avoir trouvé un peu de chaleur, juste en quête d'un abri pour la nuit. À 22 heures, la tempête était encore plus violente. Le vent hurlait comme un animal sauvage et la neige tombait si fort qu'elle recouvrait totalement les vitres, comme si elles avaient été peintes en blanc. L'espoir d'Ethan de voir la route rouvrir bientôt avait été trop optimiste. La radio le confirma. L'Interstate 70 était fermé dans les deux sens, sans indication de réouverture. Peut-être demain matin. Peut-être dans 2 jours, dit Ethan pendant qu'elle lui versait une 3e tasse. Les patrouilles ne tenteront rien tant que le vent ne se calme pas. Grace acquiesça, faisant discrètement les calculs dans sa tête. Ça ne collait pas. 15 hommes, peut-être 2 jours, et presque rien en cuisine. Plus d'œufs. Bacon et pommes de terre? Déjà fini. Elle avait retrouvé quelques vieilles boîtes de soupe dans la réserve, mais cela ne suffirait pas. Ces 47 $ auraient permis d'acheter un peu de nourriture, si les routes n'étaient pas bloquées ou les magasins encore ouverts. Mais ce n'était pas le cas. Ils étaient coincés ici. Les motards commençaient à s'installer, essayant de se mettre à l'aise. Certains s'étaient endormis dans les banquettes. D'autres jouaient aux cartes avec un vieux jeu qu'un d'eux, Pedro, pensa-t-elle, avait sorti de sa poche. Ils avaient tenté de la payer pour le repas, mais Grace avait refusé. Cela lui semblait injuste de leur faire payer les maigres restes qu'elle avait pu leur servir. Alex s'était endormi la tête posée sur la table, finalement vaincu par la fatigue. Endormi, il paraissait encore plus jeune, peut-être 22 ou 23 ans. Son visage semblait plutôt à sa place dans une bibliothèque d'université que sur la route avec un club de motards. Frank, un des plus âgés, avait posé doucement sa veste sur les épaules du jeune homme. Ce geste simple toucha Grace plus qu'elle ne l'aurait cru. Sa gorge se serra. « Il me rappelle mon fils », dit Frank doucement en remarquant son regard. Même âge, même côté têtu, toujours à vouloir paraître plus fort qu'il ne l'est vraiment. « Où est votre fils maintenant ?» demanda Grace. « Afghanistan, répondit Frank. 3e mission. Il est censé rentrer le mois prochain, si tout se passe comme prévu. » Sa voix portait l'inquiétude discrète d'un père, celle qui ne disparaît jamais vraiment, peu importe l'âge de son enfant. Grace se versa une tasse et s'adossa au comptoir, observant les hommes autour d'elle. Sous les lumières bourdonnantes, ils paraissaient bien moins menaçants que lorsqu'ils avaient franchi la porte. Leurs vestes étaient désormais suspendues au dossier des chaises, laissant apparaître ce qu'ils portaient dessous. Des chemises à carreaux, des jeans usés, de vieilles bottes de travail. C'étaient des ouvriers, des mécaniciens, des vétérans, des hommes qui probablement ressemblaient bien plus à James qu'aux criminels qu'elle avait imaginés au départ. Ethan s'approcha à nouveau du comptoir, cette fois avec un air sérieux. « Grace, dit-il, il faut qu'on parle du paiement. Vous avez été plus que généreuse avec nous, mais on ne peut pas juste. » « Ne t'en fais pas, l'interrompit-elle doucement, ce n'est que de la nourriture. »« Non !» répondit Ethan d'un ton ferme. « Ce n'est pas juste de la nourriture. C'est de la générosité, c'est de la compassion. Et c'est quelque chose que tu offres de ta poche.
alors que je parierais que tu ne peux pas vraiment te le permettre. Les joues de Grace s'empourprèrent. Était-ce si évident? Elle tenta de garder une voix posée. Je me débrouille. Mais les yeux d'Ethan étaient déjà posés sur la vie de saisie à moitié cachée sous la caisse. Sa tentative de le dissimuler avait échoué. Son expression s'adoucit à mesure que la réalité s'imposait. « Combien de temps il te reste ?» demanda-t-il doucement. « 7 jours, admit-elle sans réfléchir. Mais c'est mon problème, pas le vôtre. » Ethan secoua la tête. « Tu parles. Tu as ouvert ta porte à 15 inconnus en pleine tempête. Tu nous as nourris alors que tu n'avais plus rien. Ça fait de ton problème le nôtre aussi. »« J'apprécie, » dit Grace dans un souffle, « mais ça ne change rien. J'ai 3 mois de retard et la banque ne se soucie pas des bonnes intentions. Ils veulent leur argent. » Ethan resta silencieux un moment, tenant sa tasse entre ses mains. Puis, il releva les yeux vers elle, avec une intensité qui la fit se sentir vue, vraiment vue, comme elle ne l'avait plus été depuis des années. « Parle-moi de cet endroit, dit-il. Depuis combien de temps tu l'as ?»« 15 ans, répondit-elle. James, mon mari, et moi l'avons acheté avec l'héritage de ma grand-mère. C'était son rêve. Un lieu où les voyageurs pourraient toujours trouver un repas chaud et un sourire, peu importe l'heure. Il devait être un homme bien, dit Ethan. Le meilleur, murmura Grace, la gorge serrée. Le cancer me l'a pris il y a 2 ans. Depuis, j'essaie de faire vivre le dîner. Elle montra les lumières qui clignotaient et les banquettes vides. Mais on ne peut pas faire tourner un commerce avec des souvenirs. Ethan acquiesça lentement. Non, dit-il. Mais parfois, les souvenirs sont plus puissants qu'on ne croit. Il fixe le comptoir, visiblement en pleine réflexion. Grace n'avait aucune idée de ce qui lui traversait l'esprit. « Et si je te disais que ce dîner a aidé plus de gens que tu ne l'imagines ?» demanda-t-il. « Je ne comprends pas, » répondit Grace. « 15 ans, c'est long, » dit Ethan. « Beaucoup de gens passent par cette route. Certains sont perdus, d'autres fuient quelque chose. D'autres encore veulent juste se sentir humains à nouveau. « Tu penses que je me souviens de tous ?» dit Grace en secouant la tête. « Des milliers de personnes sont passées ici. »« Mais tu les as tous aidés, non ?» dit Ethan, « même si ce n'était qu'un café ou un endroit chaud où s'asseoir. Parfois, ça suffit. »« J'ai fait de mon mieux, » dit-elle doucement. « James disait toujours qu'on devait être une lumière. » Comme un phare, tu vois, laisser la lumière du porche allumée pour ceux qui passent. Ethan sourit à ces mots, un sourire discret, presque complice. Un phare, répéta-t-il. Oui, c'est exactement ce que tu es. Avant que Grace ne puisse lui demander ce qu'il voulait dire, un mouvement près d'une banquette attira son attention. Pedro secouait doucement Alex pour le réveiller, lui parlant à voix basse. « Hé gamin, réveille-toi, tu rêves encore !» Alex se redressa brusquement, les yeux écarquillés, désorienté. Il regarda autour de lui comme s'il ne savait plus où il était. Puis, il expira profondément et se détendit. « Désolé, » dit-il d'une voix basse. « Mauvais rêve. »« Tu veux en parler ?» demanda Pedro en se adossant à son siège. Alex hésita, puis parla. « C'est toujours le même. Je suis coincé sur une route sombre, ma moto est morte et je ne trouve aucune aide. Il n'y a aucune lumière nulle part, juste du noir, comme si j'étais prisonnier dedans pour toujours. » Il jeta un regard autour de lui, vers le dîner chaleureux, les gens qui l'entouraient, puis se tourna vers Grace. « Mais ensuite, je me réveille, et je suis ici. Et tout va bien. » Quelque chose changea en Grace, quelque chose de discret, comme une prise de conscience. Combien de personnes étaient entrées ici, transies, effrayées ou perdues, pour finalement trouver de la lumière, de la chaleur et un sentiment de sécurité entre ces murs? Combien s'étaient assises dans ces mêmes banquettes, sans savoir à quel point elles avaient besoin de cet endroit, jusqu'au moment où elles avaient franchi la porte? Elle regarda Ethan. Il la fixait toujours avec ce même sourire discret, comme s'il savait déjà ce qu'elle pensait. « Qu'est-ce que tu ne me dis pas ?» demanda-t-elle. « Rien que tu ne découvriras pas bientôt, » répondit-il. « Mais pour l'instant, restons concentrés. »
Tu disais que la banque réclame 3 mois de paiement en retard? Grace hocha la tête à contre-cœur. Combien? 12 000, répondit-elle. Peut-être 15 avec les frais. Ethan siffla longuement. C'est pas rien. C'est bien plus que ce que j'ai, dit-elle. Écoute, je sais que tu veux m'aider, mais tu ne vas pas faire apparaître 15 000 $ comme par magie. J'ai accepté. Peut-être qu'il est temps de laisser cet endroit partir. Non, répondit Ethan d'un ton sec. Ce n'est pas le moment. Pas pour un lieu comme celui-ci, et pas pour quelqu'un comme toi. Il se leva et sortit son téléphone de sa poche. J'ai quelques appels à passer. Oh. Il se dirigea vers la sortie, mais s'arrêta une dernière fois pour la regarder. Grace, dit-il d'une voix calme mais assurée, n'abandonne pas. Tu m'entends? Cette histoire n'est pas terminée. Elle le regarda s'éloigner vers la porte d'entrée, probablement pour capter un meilleur signal. Et sans vraiment savoir pourquoi, Grace resta figée, les yeux fixés sur lui, le cœur battant, animée d'un sentiment qu'elle n'avait plus ressenti depuis longtemps. Grace ne savait pas ce qu'Ethan faisait, ni qui il appelait. Elle ignorait quel genre d'aide il cherchait, ou si cela changerait quoi que ce soit. Mais pour la première fois depuis une éternité, quelque chose s'éveilla en elle, une étincelle de quelque chose oublié depuis longtemps, l'espoir. Lorsqu'Ethan revint enfin de l'extérieur, ses cheveux étaient couverts de neige, et son visage affichait une expression difficile à lire. Il était resté dehors près d'1 heure, marchant dans la tempête, sa voix s'élevant parfois au-dessus du vent alors qu'il parlait au téléphone. À travers la vitre, les autres motards l'avaient observé avec attention, échangeant des regards silencieux, comme s'ils savaient quelque chose qu'elle ignorait. « Alors ?» demanda Pedro dès qu'Ethan franchit la porte et secoua la neige de ses bottes. « Demain matin, répondit Ethan, calme mais sûr de lui. « Peut-être plus tôt si les routes se dégagent ?»« Demain matin quoi ?» demanda Grace, confuse. Ethan se contenta de sourire doucement et se servit une autre tasse de café sans en dire plus. Le silence fut finalement brisé par Frank, resté discret toute la soirée. Il avait passé son temps à boire du café et jouer aux cartes. Mais à présent, il regardait Grace avec une intensité qui la mit mal à l'aise. « Tu sais, » dit-il lentement en scrutant son visage, « tu me sembles vraiment familière. » Grace haussa un sourcil. « J'en doute. Je n'ai pas quitté cet endroit depuis des années. »« Non, » dit Frank, plus sûr de lui. « Je t'assure. » Il posa ses cartes et se pencha en avant comme s'il essayait de faire remonter un vieux souvenir à la surface. « Depuis combien de temps tu tiens ce dîner ? » « 15 ans. » « Et avant ça ? » James et moi vivions à Denver. Il conduisait des camions, surtout des longs trajets vers l'ouest. Moi, je faisais la répartition pour sa compagnie. Soudain, Frank claqua des doigts si fort que tout le monde sursauta. « C'est ça, Tom Parker. Tu as sauvé la vie de Tom Parker. » Grace cligna des yeux, perdue. « Pardon, je ne... » Grand gaillard, barbe rousse. Il conduisait pour Western Mountain Transport, précisa Frank, de plus en plus animé. Les yeux de Grace se plissèrent alors qu'elle fouillait dans sa mémoire, puis cela la frappa, violemment. Une nuit, il y a plus de 10 ans, un routier en détresse. Elle l'avait trouvé dehors, affaissé dans sa cabine, une main sur la poitrine, en panique. Elle avait appelé les secours, mais l'ambulance ne pouvait pas passer à cause d'un éboulement. Alors, elle l'avait emmené elle-même, descendant la montagne à toute vitesse dans son vieux pick-up cabossé. « Tom, » dit-elle doucement, le souvenir revenant d'un coup. « Je me souviens de Tom. »« C'est mon beau-frère, » dit Frank en souriant largement. « Il a épousé ma sœur il y a 5 ans. Il raconte toujours cette histoire. Comment un ange dans les montagnes lui a sauvé la vie. » Grace sentit la chaleur lui monter au visage. « Il dit que tu es resté toute la nuit à l'hôpital, que tu as appelé sa femme, veillé sur lui. Tu as même payé son stationnement quand il ne trouvait plus son portefeuille. » « Ce n'était pas grand-chose, » dit Grace en balayant le compliment. « N'importe qui aurait fait pareil. »« Non, » répondit Frank avec fermeté. « Justement, non. Et c'est pour ça que ça compte. » Il se tourna vers le groupe et éleva la voix. « Les gars, je crois qu'on est assis au milieu d'une légende. » Le mot « légende » alluma quelque chose dans la pièce.
Les motards se redressèrent, échangèrent des regards, et soudain les conversations s'animèrent dans chaque coin du dîner. Tout le monde avait quelque chose à dire. José prit la parole en premier. Il se souvenait être passé il y a 5 ans quand sa fille avait eu un accident de voiture à Denver. Grace lui avait permis d'utiliser le téléphone du diner pour appeler l'hôpital, l'avait aidé à tracer le chemin le plus rapide et lui avait même préparé un sandwich pour la route alors qu'il était trop bouleversé pour penser à manger. Pedro intervint aussi. Une nuit, il y a des années, sa moto était tombée en panne en pleine tempête de neige, semblable à celle-ci. Grace et James l'avaient accueilli, nourri et offert un endroit chaud pour dormir. Et James avait même réparé la moto, sans accepter un seul dollar pour les pièces ou la main-d'œuvre. Puis, à la surprise générale, Alex, le plus discret et le plus nerveux du groupe, leva la tête et prit la parole. Sa voix était à peine audible, mais la pièce se tut aussitôt pour l'écouter. « Vous ne vous souvenez sûrement pas de moi, dit-il d'une voix douce, presque fragile, mais je suis déjà venu ici, il y a 3 ans. J'étais dans un sale état à l'époque, poursuivit Alex, la voix tremblante. Mes parents ne voulaient plus de moi, j'avais quitté l'école, perdu mon boulot, je n'avais plus de direction, plus d'espoir. Je roulais vers l'ouest à moto, sans plan, sans argent. Honnêtement, je pensais tout arrêter. Grace sentit un nœud se former dans sa poitrine. Je me suis arrêté ici parce que j'étais à court d'essence, et de tout le reste aussi. J'avais à peine quelques dollars, mais vous m'avez quand même servi un vrai repas. Café, tarte, tout. Quand j'ai voulu payer, vous m'avez juste dit que j'avais l'air d'avoir passé une mauvaise journée, et de ne pas m'inquiéter. Ses yeux brillaient, submergés par l'émotion. Tu m'as demandé où j'allais et je t'ai dit que je ne savais pas. Tu as simplement hoché la tête et répondu que parfois, ne pas savoir est le début pour comprendre. Puis tu m'as tendu une carte de visite. Tu m'as dit qu'un ami à Salt Lake pourrait avoir du travail si j'étais prêt à essayer. Le souvenir s'éclaira dans l'esprit de Grace, ce garçon maigre, épuisé, avec les yeux creux et une moto qui toussait plus qu'elle ne roulait. Elle n'avait pas pensé à lui depuis des années, mais maintenant, elle se rappelait exactement à quel point il avait l'air perdu. « Ce boulot a tout changé, continua Alex. Le gars m'a embauché, m'a hébergé, m'a aidé à me relever. Je suis retourné à l'école. Il m'a présenté à ce groupe, ajouta-t-il en jetant un regard autour de la table. Tu ne m'as pas seulement nourri, tu m'as rappelé que les gens bien existaient encore. Personne ne dit un mot. Le vent hurlait dehors et le doux bruit du café qui coulait rompait le silence. Grace restait figée derrière le comptoir, incapable de tout assimiler. Elle avait passé des années à aider les gens, sans jamais penser être quelqu'un de spécial. Elle avait simplement fait ce qui lui semblait juste, ce que James aurait fait. « Il y a tellement d'histoires comme celle-là, dit doucement Ethan. Tu as été un refuge sur cette route pendant longtemps, Grace. Tu ne peux pas imaginer combien de gens se souviennent de ce que tu as fait pour eux. »« Je n'ai fait que tenir un dîner, » murmura-t-elle. « J'ai essayé d'être gentille. »« Et c'est exactement ça qui te rend différente, » dit Frank. « La gentillesse aujourd'hui, c'est rare. Et toi, tu l'as donnée sans rien attendre. » Grace s'assit lentement, les jambes tremblantes. Elle pensa à tous les visages qui étaient passés par sa porte. Des voyageurs fatigués, des jeunes effrayés, des routiers solitaires, des gens en détresse. Elle les avait nourris, réchauffés et les avait renvoyés dans le monde avec un peu plus que ce qu'ils avaient en arrivant. Elle n'aurait jamais cru que ça comptait autant. Les appels que j'ai passés ce soir, dit Ethan en s'avançant, c'était à des gens comme Tom Parker, des gens qui se souviennent, des gens qui attendaient depuis des années de pouvoir te dire merci. Vous ne me devez rien, murmura Grace. C'est là que tu te trompes, répondit Ethan. Et demain, tu verras à quel point. À cet instant précis, comme si le destin l'avait décidé, des phares percèrent l'obscurité neigeuse dehors. Mais ce n'étaient pas des motos cette fois, c'étaient des voitures, des camions, des fourgonnettes, des lumières brillantes comme des étoiles dans la tempête. Ethan jeta un œil par la fenêtre et sourit. Ou peut-être que tu n'auras pas besoin d'attendre jusqu'au matin.
Le premier véhicule était un pick-up du Wyoming, puis une berline de l'Utah. Un semi-remorque suivit, avec des plaques du Colorado. En quelques minutes, d'autres voitures affluèrent, remplissant le parking de personnes bravant la tempête. Grace resta bouche bée, alors que la porte s'ouvrait et que des gens entraient, hommes et femmes de tous âges. Certains lui semblaient familiers, d'autres non, mais tous portaient la même expression. Un sourire discret, reconnaissant, comme s'ils rentraient chez eux. En tête, un homme immense à la barbe rousse et les bras grands ouverts. « Grace Miller !» cria-t-il. « Sainte femme, c'est moi, Tom Parker. Tu m'as sauvé la vie il y a des années, et depuis, je cherche comment te remercier. » Il la serra dans une étreinte qui faillit la soulever du sol. Et à cet instant, Grace comprit qu'Ethan avait eu raison. Son histoire ne se terminait pas. Elle ne faisait que commencer. Au lever du soleil, le dîner débordait de monde. Ce qui avait commencé comme un refuge pour quelques motards bloqués par la neige était devenu bien plus. Le parking était rempli de motos alignées, étincelantes sous la lumière dorée du matin. Grace traversait la foule, étreignant des hommes en cuir qui se souvenaient d'elle. Ce n'étaient pas juste des motards, ils venaient de partout dans l'Ouest, des hommes souvent jugés comme criminels, mais qui portaient fièrement leurs écussons malgré le froid. « Tout ça me semble irréel », murmura-t-elle à Ethan, qui gérait calmement le tumulte. Quand le réseau a appris que l'équipe d'Ethan Carter était coincée chez Grace Miller, expliqua Frank, ils ont tous enfourché leurs motos. 800 kilomètres dans toutes les directions. Tu n'es pas juste une femme tenant un petit dîner, Grace. L'ange de la Highway 70, ce n'est pas juste une légende parmi les routiers. Le monde des motards la connaît aussi. Grace regarda autour d'elle, abasourdie. Il y avait des écussons d'Oakland, Phoenix, Salt Lake, Denver. Des gens qui ne se seraient jamais adressé la parole s'asseyaient côte à côte, partageant café et histoire dans son petit dîner de montagne. Un colosse avec Oakland, cousu dans le dos et des bras gros comme des tuyaux en acier, s'approcha de Grace. « Il y a 23 ans, dit-il d'une voix posée mais lourde de sens, tu m'as trouvé inconscient dans la neige, juste là, sur ton parking. J'avais une hypothermie. Tu as appelé les secours, tu es resté avec moi jusqu'à l'hôpital, et tu as même prévenu ma femme que j'étais encore en vie. » Grace le regarda, rassemblant peu à peu le souvenir. Elle s'en souvenait maintenant. Une version plus jeune de cet homme, à moitié gelé, sa moto morte en pleine tempête. « Je m'appelle Big Rob Hunter, dit-il en tendant sa large main. Je dirige maintenant le chapitre d'Oakland, et je te dois tout. » Et les histoires continuèrent à affluer. Un motard de Phoenix se rappela comment sa moto était tombée en panne pendant une tempête de neige, et comment Grace et James l'avaient laissé dormir sur une banquette en attendant les pièces. Un autre, de Denver, se souvenait du jour où sa fille avait eu un grave accident. Grace lui avait donné une carte, montré les raccourcis les plus rapides et lui avait offert du café pour le trajet. Puis Ethan s'avança, tenant une grosse enveloppe. Son visage était grave et sa voix résonna dans la salle. « Il y a 68 000 $ ici, dit-il, en liquide, rassemblés par tous les chapitres représentés ce soir. » Grace fixe l'enveloppe, les mains tremblantes. « C'est trop. Je ne peux pas accepter ça. »« Si, tu peux, » dit Big Rob en s'approchant, son ton ne laissant aucune place au doute, « mais à une condition. » Grace cligna des yeux. « Quelle condition ?»« Ne ferme pas cet endroit, » dit une voix féminine au fond. Une motarde aux couleurs de Salt Lake s'avança. Grace n'avait jamais vu de femme motarde venant d'un gang auparavant. « Continue de faire ce que tu as toujours fait. Continue d'être là pour les gens. » Ethan déroula alors un grand plan qu'il posa sur le comptoir. C'était un plan détaillé. « À partir de maintenant, cet endroit s'appellera Midnight Haven, » dit-il en pointant le plan. Un arrêt reconnu par tous les chapitres, de la Californie au Colorado. Le dîner était repensé avec un salon pour motards, un parking sécurisé pour les motos et même un atelier pour les réparations. « On veut rendre ça officiel, » ajouta-t-il. « Midnight Haven, Biker Haven, halte reconnue de la Californie au Colorado. Le trafic continuera de passer par ici. »
tu n'auras plus jamais à t'inquiéter des soirs trop calmes. Un vieux motard barbu de Phoenix ajouta, et on monte une équipe. À partir d'aujourd'hui, cet endroit est protégé. Personne ne touchera à toi ou à ton dîner. Jamais. À ce moment-là, la radio CB grésilla bruyamment. Breaker 1 à 9, ici Road Ghost. Appel pour l'ange. On arrive avec 40 motos en provenance de Salt Lake. ETA. 30 minutes. Grace attrapa le micro, la main tremblante. Ici Midnight Haven. Allez-y, Road Ghost. Ange, on a entendu que tu avais des ennuis. Le chapitre de Salt Lake arrive en force. Tu n'es pas seul ici. Plus jamais. Un tonnerre d'applaudissements éclata dans le dîner, si fort qu'il fit vibrer les vitres. Dehors, les moteurs rugirent en réponse, résonnant dans la vallée comme un cri de guerre. Ethan revint avec une deuxième enveloppe et la posa doucement dans la main de Grace. « Celle-ci vient de Tom Parker, dit-il. Il est prospect chez notre chapitre de Denver, maintenant. Il conduisait des camions avant que tu ne lui sauves la vie. » À l'intérieur, il y avait une vieille carte de visite décolorée et un mot écrit à la main. 13 ans que je garde ça. Il est temps de le ramener chez lui. Merci de m'avoir donné une raison de continuer. Autour d'eux, les chefs de chapitre échangeaient déjà leurs coordonnées et faisaient des plans pour la nouvelle organisation. Mais Grace avait besoin d'air. Elle sortit dans le froid, laissant le soleil lui caresser le visage, et regarda le parking. Des centaines de motos remplissaient désormais l'espace. Chrome, peinture, écussons, drapeaux, reflétant la lumière du matin comme des armures. Elle vit l'histoire cousue dans les vestes, la loyauté gravée sur la peau, et quelque chose de plus fort encore que la fraternité entre ces hommes. Ethan la rejoignit dehors, casque à la main, sa moto prête au départ. « Tu veux savoir ce qu'il y a de plus beau dans tout ça ?» dit-il. « Hier soir, quand on est arrivé, tu n'as pas vu des motards ou des réputations. Tu as vu des êtres humains, des gens froids et fatigués qui avaient besoin d'aide. C'est ça qui a tout déclenché. » Il enfourcha sa Harley, resserra ses gants. « Garde la lumière allumée, Ange, et dors tranquille. Il n'y a pas d'endroit plus sûr en Amérique maintenant que celui-ci. » L'équipe de Thunder Ridge démarra ses moteurs et prit la route, leur départ grondant comme un salut. Et dans le silence qui suivit, Grace sentit une présence à ses côtés. C'était James, pas en chair et en os, mais en esprit, et elle entendit presque sa voix lui murmurer. « Je t'avais dit que cet endroit était spécial, mon amour. Je n'aurais juste jamais imaginé qu'il deviendrait un sanctuaire pour des légendes. » 6 mois plus tard, un célèbre magazine de moto, Road and Chrome, publia un article. L'ange de la Highway 70. Midnight Haven Biker Haven était devenu l'étape la plus respectée des motards américains à l'ouest du Mississippi. Le parking avait été agrandi pour accueillir plus d'une centaine de motos. Et plus personne n'osait semer le trouble près de la montagne de Grace. Mais elle n'avait pas besoin de la une des journaux pour être fière. Chaque jour, des motards de tout le pays affluaient. Ils venaient pour la nourriture, pour la chaleur, pour la paix. La CB ne se taisait plus jamais. Des voix venues de toutes les directions crépitaient dans le haut-parleur. « Ange, tu es là ce soir ?» Grace souriait, appuyait sur le micro et répondait toujours de la même manière. « La lumière est allumée. Le café est chaud et la route est toujours ouverte pour la famille. » Voilà ce qu'était devenu Midnight Haven, un symbole, pas juste un restaurant. Désormais, c'était le cœur battant de l'hospitalité motarde dans tout l'Ouest. Un lieu où les hommes durs trouvaient la chaleur et où le respect et la compassion l'emportaient sur les apparences ou les réputations. Un rappel que les personnes les plus inattendues peuvent devenir les plus farouches gardiens de ce qui compte vraiment. Et la lumière, elle resterait toujours allumée pour guider ceux qui en avaient besoin jusqu'à la maison.